Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Alain Beaulieu, je suis professeur à l'Université Laval à Québec et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire présenté dans le cadre du colloque international Création et complicité, l'atelier artistique comme espace d'expression et de dialogue. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de 10 webinaires présentés du 26 mars au 4 juin 2021, des webinaires qui sont diffusés en direct les vendredis midi sur la plateforme WebEx ainsi que sur la page Facebook de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval, de même que sur la page Facebook du colloque euh, Création et complicité. Alors, vous pouvez voir ça en direct, mais vous pouvez aussi assister, en fait, revoir le webinaire en rediffusion sur les pages Facebook que je viens de vous indiquer, ainsi que sur la page de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Alors voilà, on est donc en direct aujourd'hui avec des panélistes qui vont nous parler du rapport à l'autre par le prisme de l'atelier artistique. Ce webinaire sera animé par Anne-Marie Petitjean, que je salue déjà d'entrée de jeu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions aux panélistes sur la plateforme WebEx directement si vous êtes inscrit à la diffusion en direct sur WebEx. Sinon, dans la partie commentaires de la page Facebook de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, et nous relayerons donc vos questions, vos commentaires aux panélistes et à l'animatrice du webinaire. Un mot sur les organisateurs du colloque. Donc, j'ai organisé ce colloque-ci en collaboration, en très étroite collaboration avec Mathias Scarpula, qui est écrivain, qui est docteur en art danse de l'Université de Nice, mais qui est aussi actuellement doctorant au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval pour un programme en études littéraires. Mathias, d'ailleurs, qui a fait en sorte que ce colloque, qui, je le rappelle, devait se tenir avec la présence de tout le monde à Québec, à l'Université Laval, en mai 2020, et qu'on a dû reporter, et on croyait pouvoir le tenir à l'automne 2020, ben, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. Donc, c'est grâce aux efforts acharnés de Mathia qu'on a pu faire en sorte que le colloque existe d'une autre manière, en fait, sous le format donc actuel des webinaires. Nous avons aussi organisé ce colloque, Mathia et moi, en collaboration avec des collègues, Pascal Bédard, qui est professeur en sociologie des arts et de la culture au département de sociologie de l'Université Laval, Julie Châteauvert, qui est professeure adjointe à l'École d'innovation sociale et Elisabeth Bruyère à Ottawa, Vera Heller, qui est professeure en art-thérapie, psychothérapeute et artiste en art visuel à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que Anne-Marie, qui est avec nous aujourd'hui, Anne-Marie Petitjean, qui est agrégée de lettres et maîtresse de conférences à l'Université Cergy-Pontoise, qui a changé de nom, je pense que c'est l'Université Cergy-Paris, Université, bref, le nom a changé. Voilà. Un rappel des questions qu'on a soumises aux différents panélistes pour ce colloque. En fait, la question était de voir quel est l'impact pour les participants et les participantes de se réunir à l'occasion d'ateliers de création et de partager leur expérience. Alors, à quoi sert, dans le fond, l'introduction de la création artistique dans le domaine social, éducatif ou dans le domaine médical? Alors, durant ce cycle de rencontres de réflexion, il sera question de la collaboration et de la complicité comme expérience agentive, c'est-à-dire de comprendre comment le fait de développer une pratique artistique en présence d'un groupe provoque la résonance des expériences individuelles dans un espace collectif qui devient à son tour donc moteur de création. Donc, le thème du webinaire d'aujourd'hui, le rapport à l'autre par le prisme de l'atelier artistique. Je passe tout de suite la parole à Anne-Marie Petitjean qui va animer ce webinaire pour nous aujourd'hui. Merci infiniment Alain Beaulieu, merci également à Mathias Carapula, merci de votre complicité, parce que c'est le moment de parler de complicité pour arriver à tenir l'enjeu de ce colloque en ligne sous forme de webinaire. J'espère que la technique sera avec nous pour me permettre d'animer cette session qui donc s'appelle le rapport à l'autre par le prisme de l'atelier artistique.
Vous avez peut-être suivi les précédents webinaires. En fait, ils nous ont amenés à considérer l'espace de l'atelier dans des scènes, on va dire, très particulières, des espaces particuliers, la prison d'abord, la salle de cours, mais il y avait aussi le plateau de danse, la scène séparée du public par un rideau. Nous avons eu aussi la pelouse, un centre de conférence, et même une auberge isolée sur une île du Saint-Laurent. Tout ça a été présenté en fait comme des espaces qui sont privilégiés pour tisser du lien, pour la rencontre de l'autre et même la rencontre d'une altérité majuscule qui était le cas non seulement pour les participants, mais aussi pour l'animateur. Voilà, je vous ai situé à peu près où nous en sommes dans cette enquête webinaire et nous allons la poursuivre, cette enquête, du côté donc de l'atelier de l'artiste, grâce à deux intervenantes qui ont vraiment des expériences imposantes et vraiment très précieuses. On les remercie chaleureusement de leur présence. Alors, des expériences sans doute de nature différente, et en tout cas dans des contextes d'exercice qui demandent d'abord donc à situer leur parcours. Et nous allons donc commencer par Louise Allaire, qui est dramaturge et médiatrice artistique. Elle a obtenu sa maîtrise en théâtre à l'Université d'Ottawa récemment, en mai 2020, mais elle est formée depuis bien longtemps, depuis la promotion de 1984. Elle formait en jeu au Conservatoire d'art dramatique de Québec et elle est connue comme ayant consacré la majorité de sa carrière au développement de la diffusion du théâtre de création, principalement à la direction artistique et générale du théâtre jeunesse Les Gros Becs jusqu'en 2016, d'où elle a développé et encadré plusieurs projets de recherche artistique et de médiation du théâtre auprès de différents publics. Elle va pouvoir nous en parler dans cette communication qui s'intitule L'atelier de création artistique, la permission d'explorer en toute liberté. Donc, donnons-lui d'abord cette permission. Louise, vous avez la parole. Louise, on ne vous entend pas. Alors, il faudrait activer votre micro. Merci, merci. Des petits oublis. C'est bien, c'est bien. Il faut reprendre du début, hein. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse de participer à ce colloque organisé par Mathias et Alain avec le département de la littérature de l'Université Laval à Québec, ma ville. Alors oui, sortir du cadre en fait pour en recréer un nouveau. Alors, je vais vous partager ma réflexion sur mon rapport à l'atelier comme lieu d'apprentissage, bien sûr, mais surtout comme espace de recherche-création où le rapport à l'autre permet de faire évoluer nos points de vue et nos a priori culturels. La préparation de ce témoignage m'a amené à m'interroger sur ma posture et du rôle que j'ai joué et des intentions qui ont motivé mes actions au fil des années. Bien sûr, j'ai animé plusieurs ateliers de théâtre dans des cadres scolaires ou de loisirs, principalement auprès des adolescents. Mais il sera question ici de dispositifs mis en place dans le cadre de projets d'échanges internationaux où la place de témoin s'est substituée à un rôle d'instigatrice qui a glissé tranquillement vers une posture de participante à part entière, tout en conservant tout au long des phases de recherche-création la place privilégiée de témoin que j'ai eu la chance d'occuper pendant plusieurs années. Alors, avant d'être littérature, le théâtre n'est-il pas un art vivant où les mots des auteurs sont écrits pour être exprimés à voix haute? Généralement, le théâtre est un art social, de mon point de vue, où la question du vivre ensemble va teinter son évolution. L'écriture du théâtre, sa lecture et sa représentation est au cœur de mes intérêts, donc depuis très longtemps. Je suis née au théâtre dans les années 70, à un moment où le théâtre québécois s'éveillait et s'affirmait. J'étais alors une adolescente. C'était l'époque des créations collectives, d'un théâtre engagé politiquement et socialement. C'est encore le cas, j'imagine, aujourd'hui avec les jeunes. Si on est attentif et qu'on sort de la zone du pur divertissement, largement occupé par l'industrie culturelle, bien sûr.
Au fil du temps, j'ai observé que l'écriture scénique prenait le dessus. Le théâtre sortait du réalisme et du théâtre purement identitaire, au Québec en tout cas, quoique c'est un sujet de discussion en soi. Aujourd'hui, il est souvent question d'écriture scénique, bon, aux grandes dames des auteurs dramatiques. C'est un autre débat en cours. Toujours est-il que l'image métaphorique prend naissance dans des mots, aujourd'hui qui s'entremêlent avec les corps, la matière plastique et sonore, et de l'espace tout entier. L'Homme rouge de Gilles Maheu au début des années 80 m'a particulièrement marqué, mais aussi le Grand Cirque ordinaire, le Parmi nous dans ses débuts, et bien sûr le théâtre de Robert Lepage ou de Paul Pelletier. Avouons que c'est assez hétéroclite comme pointillé. Puis j'ai découvert le théâtre jeune public à travers des démarches singulières, d'auteurs d'abord, puis de metteurs en scène. Le théâtre jeune public est essentiellement un théâtre de tournée. Pas étonnant que rapidement dans les années 80, les artistes du Québec, de la Belgique et de la France se sont côtoyés, surtout au contact des festivals, à travers des dispositifs d'ateliers de recherche-création, des colloques, des séminaires. Il me semblait que chaque écriture, texte et mise en scène proposait une texture propre à chacun des territoires. Dans mon cercle professionnel, nous étions facilement séduits par les univers baroques et surréalistes des artistes belges, flamands et néerlandais, par les Italiens aussi, du Teatro de Angolo avec Nino D'Introna, ou du Teatro del Briciole, qui a conservé l'esprit de recherche pure, favorisant l'émergence d'expressions innovantes. Mais c'est en Belgique d'abord, puis en France, que le rapport à la recherche-création dans un contexte d'échange international a été le plus riche. Actuellement, je développe un projet d'exploration autour des écritures du dramaturge et poète camerounais Kwame Tawa, avec des artistes francophones d'Ottawa, de Toronto et de Bafoussam. J'en parlerai un peu plus tard. Comme programmatrice pendant plus de 20 ans, le rôle de témoin a été prédominant, bien sûr. J'avoue que ce rôle est une position confortable et aussi stimulante. À une certaine distance de l'acte créateur, des questions surgissent, des réflexions émergent et des constats s'imposent. À un moment, je me suis même demandé comment il se faisait, par exemple, que les textes de Daniel Danis circulaient davantage en France qu'au Québec et que les écritures françaises ne soulevaient pas grand enthousiasme chez nous, que certains succès populaires ici ne résonnaient pas de la même manière là-bas. Je me demandais quoi de la forme ou des contenus heurtait les sensibilités. Je suis alors passée du rôle de témoin au rôle d'instigatrice. Le témoin, bien sûr, n'étant jamais très loin. Un jour, j'entends le directeur du festival de Mariotissimo de la région toulousaine s'exprimer sur son privilège de provoquer des rencontres entre deux ou quelques artistes qui ne se seraient jamais rencontrés. Mais lui, les ayant repérés séparément, les a imaginés ensemble. Il expliquait ces dispositifs de résidence qui n'existaient pas beaucoup ici au Québec. Il rendait compte des jumelages internationaux, des résidences ou ateliers qu'il mettait en place dans son festival. Alors intéressant, réservé possible sur le petit nombre de personnes, mais fort riche en exploration, recherche, création. Humainement fort riche. En me rapprochant ici des artistes créateurs et à travers mon rôle de programmatrice, à échanger avec les jeunes publics, bien sûr, je me suis également intéressée aux dispositifs que les artistes mettent en place pour interagir avec ces jeunes. De la France, j'ai importé un travail que je n'avais jamais vu ici au Québec, à savoir amener les enfants à lire le théâtre. Le théâtre n'est-il pas fait pour être lu? Un partenaire situé en Bretagne. Il m'a accueilli pour permettre d'étudier leur atelier qui permettait de jeunes et qui impliquait les auteurs et les metteurs en scène, parfois des comédiens. Pour expérimenter l'implantation de ce dispositif à Québec et pour en évaluer les coûts, les forces et les barrières, j'ai imaginé un projet des voix des mots, une grande rencontre dans le cadre du 4 Québec. Il y a souvent l'opportunité de financement hors cadre. Alors, c'était un projet à multiples volets, mais parce que plusieurs questions qui me bousculaient à l'intérieur.
Comment se fait-il que des textes francophones ne circulent pas davantage entre les territoires d'une langue commune? Y a-t-il des sensibilités identitaires chez les artistes, chez les enfants qui favorisent l'adhésion à une œuvre plus qu'à une autre? Est-il possible de dépasser le premier élan pour aborder l'étrange, le différent? Jusqu'où est-il possible d'adhérer à tel ou tel univers loin de nous? Je n'ai pas trouvé toutes les réponses à ces questions complexes, mais j'ai constaté que les dispositifs d'ateliers mis en place pour explorer, expérimenter et rencontrer étaient des pistes de solutions pour abolir des frontières, en autant qu'on accepte de changer et de se transformer dans la confiance, qu'on ne perdra pas son identité, mais que les points de vue se modifieront nécessairement. Ce projet réunissait durant tout un mois 8 auteurs, 8 metteurs en scène de la francophonie, Québec, Acadie, franco-ontarien, franco-belge, camerounais, des cultures francophones donc en situation majoritaire, mais aussi minoritaire, en dualité, une langue de colonisation. Il y avait plusieurs lieux de rencontre au théâtre, des bibliothèques dans les 8 arrondissements de la ville, 26 classes d'élèves de 11-12 ans, et en finale, l'espace du 400e en préouverture. Un programme serré sur 4 semaines avec le dimanche de congé, 4 soupers collectifs le vendredi soir qui se sont transformés en partage de l'exploration effectuée durant la semaine, et bien sûr le dernier en party. 3 séries de jumelage et les visites dans les classes. Cette gratuité du geste, que j'ai pris quand même un bon 2-3 ans à financer, a fini par créer beaucoup de plaisir, tout en conservant une certaine rigueur dans le respect des horaires. La durée du projet était une clé, puisqu'il s'agissait de créer des jumelages entre auteurs et metteurs en scène d'horizons culturels différents. Chaque texte a été exploré par 3 metteurs en scène. Les 650 enfants ont lu les 8 textes et ils devaient débattre ensemble et choisir sur une base consensuelle une scène mise en lecture à partager avec les autres classes et les artistes. Qu'est-ce qui en est ressorti? Du côté des enfants, ce projet a démontré que est très fort dans un choix spontané. Ils sont tous allés vers le texte québécois. Puis, pour aller vers un autre texte, c'est en discutant avec les artistes, metteurs en scène et auteurs, que plusieurs choix ont évolué vers d'autres choix, des choix de premier abord plus complexes pour eux. C'est donc bénéfique de demander aux enfants de lire le théâtre à voix haute en explorant différents dispositifs. L'intensité du projet, bien sûr, les a marqués, ainsi que leurs professeurs, et leur a offert un autre rapport aux mots. Certains artistes ont développé des approches fort libératrices en contexte scolaire. Ma décision est que le milieu ne prend pas ce type de dispositif pour aborder la lecture, par exemple. Sans projets spéciaux, les enseignants retournent rapidement à leur méthode de travail habituelle. Un peu plus tard, j'ai adapté un atelier d'initiation de lecture à voix haute qui se réalisait à l'intérieur d'une période classe. Ces interventions courtes favorisent une prise en contact avec une écriture et ça s'avère être très utile et une très belle activité d'introduction pour une sortie au théâtre. Du côté des artistes, le temps de cet atelier, qui a duré un mois, le temps a créé de belles activités. Je n'ai pas fait d'enquête auprès des auteurs sur leur vécu et ce que ça leur a apporté, mais en assistant à la réflexion d'un metteur en scène issu d'une autre communauté francophone, ça a ouvert plusieurs discussions pour l'auteur. Parfois, il y a eu des personnalités qui se sont révélées plus que d'autres. Je me souviens des audaces qui ont surgi la 3e semaine d'échange, le temps ayant fait son œuvre, car à chaque semaine, chacun modifiait son projet initial pour explorer et investir davantage le lieu et oser davantage avec le texte. Il me reste des images, entre autres, de la dernière présentation d'Alexandra Badea, qui maintenant travaille au Théâtre de la Colline, qui écrit des textes et qui est devenue une figure importante en France. Son cheminement et sa réflexion et son enthousiasme en a bousculé plusieurs. Le résultat, ce n'est pas l'argent sonnant dans ce cas, mais c'est le cœur content et les batteries rechargées, un regard élargi sur le monde
qui a été offert à tous finalement au final de cette belle aventure. De témoin à instigatrice de rencontre, j'ai glissé tranquillement, être attentive à certains besoins exprimés et créer une nouvelle aventure. En 1999, René Cormier, le directeur du Théâtre populaire d'Acadie, qui, lors d'un échange sur l'accueil du spectacle Le Miroir du Papyrus de Bruxelles, manifeste le désir de faire bouger la création jeunesse dans son Acadie. Alors, pourquoi ne pas proposer quelques jours de plus à l'équipe du Papyrus, accompagnée par son directeur, Bernard Chemin, reconnu pour raconter des histoires sensibles à travers un théâtre d'images, et réunir des artistes de son choix autour d'un travail en exploration. De cet atelier est né le projet La Petite Ombre, qui, au final, a circulé pendant près de 5 ans sur les 2 continents. J'aime bien proposer un espace hors cadre attendu et voir émerger un autre cadre à partir de ce que l'autre veut et peut offrir. Ce projet, qui a connu 3 phases, s'est matérialisé grâce à cette permission que se sont donnés les 3 co-auteurs du projet, dont j'ai fait partie, en créant un cadre d'exploration à la rencontre d'artistes de nos lieux d'origine. Sur 1 an, donc la phase 1 de recherche-création, avec toujours la permission de tout arrêter à n'importe quel moment. Cette phase a confirmé notre intérêt de travailler ensemble et puis que nous avions aussi des choses à dire. Il y avait un but, mais pour la première année, nous avons préservé cette liberté. On a conçu 3 ateliers de 10 jours, à chaque fois dans une ville différente, avec des artistes différents. Nous voulions explorer comment pouvaient cohabiter 2 univers, la maison abandonnée et la légende du bateau fantôme. Le premier atelier, qui réunissait des artistes multidisciplinaires, nous a révélé quand même le potentiel de la rencontre de ces 2 images. Le deuxième atelier a réuni 4 scénographes autour d'une table à dessin et nous étions les 3 directeurs à échanger sur nos motivations, nos envies, nos désirs, nos rêves, ce qu'on voyait à travers ces images. Et pendant ce temps, les scénographes dessinaient. Est ressortie une image visuelle fondatrice de l'œuvre qui en a émergé. C'était un plancher mobile. Le troisième atelier, on s'est posé la question si une histoire pouvait émerger de ça, et on en a conclu que oui, à la fin. Et là, on a embarqué sur un projet de production. Ça a donné une belle réalisation. Ce texte est donc une création issue de la collectivité. Il n'a pas été édité par refus de normaliser l'écriture qui reflétait en partie les accents et parfois les expressions. Dans le domaine de la langue parlée, cette question est très intéressante. D'ailleurs, il y a Barry Ancelet de l'Université de Lafayette qui a une réflexion très forte sur ce sujet. Mais l'écriture a émergé des images créées, de la musique qui s'est imposée par la présence d'un piano. René étant pianiste, s'est mis naturellement sur ses notes. Ce langage s'est superposé à l'écriture. Alors tout ça, ça a été vraiment un mélange et on s'est demandé à la fin, est-ce que l'écriture pourrait vivre d'une manière autonome? Alors, le texte peut-il exister seul suite à une telle aventure? C'est une question intéressante. On n'est pas allé plus loin. Alors, depuis 2017, je porte un autre projet qui évolue, qui évolue et qui a été influencé, entre autres, par la vague MeToo. Aussi, la question de l'appropriation culturelle qui a pris une ampleur importante au Québec et au Canada dans la création. Le temps fait aussi que les directions artistiques des compagnies partenaires ont changé ou sont en changement. Le projet vit toujours, curieusement, parce que pour l'instant, il implique la mise en place d'un laboratoire de recherche-création autour du texte de Kwame Tawa, son texte 1001 femmes, et aussi un projet jeune public inspiré des personnages féminins des contes pour enfants de Kwame. Kwame Tawa, dramaturge et poète camerounais, participait au projet des voix et des mots en 2008, donc 10 ans plus tard, il nous revient comme auteur invité. Alors, 10 ans plus tard, nos routes se croisent à nouveau avec 2 autres des participants, Carole Casta et Joël Bedos. Mais maintenant, c'est greffé 6-7 femmes autour de ce projet d'Ottawa et de Toronto. C'est vraiment, et de Bafoussam, bien sûr. C'est assez fascinant.
Alors, plus les cultures sont éloignées l'une de l'autre, plus il faut prendre en compte le temps de l'apprivoisement. À cet endroit, on ne peut pas être uniquement dans le résultat d'un produit, mais c'est un endroit où il est possible de faire beaucoup de millage sur l'intégration de l'étranger et la relation à la différence. Encore faut-il que la flamme demeure allumée. Avec du temps, il est possible de s'ouvrir à l'imprévisible. Le rôle de témoin m'a permis de créer des liens, de jouer un rôle de repère pour éviter de s'éloigner complètement des intentions qui ont motivé la mise en place des ateliers. D'emblée, les artistes créent des spectacles de recherche-création au début des aventures artistiques. Lorsqu'ils s'aventurent hors des sentiers habituels, un complice témoin peut s'avérer fort utile et favoriser le lâcher-prise. Le dramaturge, à ce moment-là, dans l'esprit allemand du terme, s'avère une fonction intéressante dans une démarche de recherche-création, où l'écrivain perd son rôle central, prenant appui sur les corps en mouvement, les images créées par la mise en relation d'objets signifiants. Alors, toujours, le temps s'avère un allié précieux dans la rencontre et l'abolition des frontières qui retiennent l'émergence du flux créatif. Ces barrières ou ces frontières sont d'ordre culturel, social et économique. Si le temps est un facteur essentiel pour vivre pleinement une expérience artistique, la confiance dans la démarche et une attitude d'ouverture est nécessaire, même dans le chaos de la création, bien sûr. Retourner à temps plein dans un processus d'apprentissage et de recherche à la maîtrise en 2017 et depuis participant à plusieurs ateliers de création artistique, j'ai retrouvé l'essence de ma passion pour le théâtre et la création, ce qui m'a amené à me questionner sur les conditions favorables à l'ouverture de soi, à soi-même et de soi aux autres. La clé pourrait-elle se trouver dans la diversité, l'étranger, le nouveau? La relation de soi à l'autre et de l'autre à soi dans le cadre d'un atelier qui implique des formes artistiques. C'est une sorte d'expérience esthétique à travers laquelle nos sens sont attentifs à la situation et vibrent au mouvement physique, émotif, énergétique en présence. Pour que ces énergies puissent agir et interagir, il est donc essentiel de créer les conditions du lâcher-prise. Un état de spectateur-acteur de ce qui se joue. Il s'agit de se mettre en danger sans risquer sa vie, sa réputation, sa liberté. Nos sociétés carburent et attendent des résultats. Ces attentes sont de tout ordre. Il est important de les identifier, de les encadrer pour repousser la pression trop forte qui empêche l'épanouissement des rencontres. Les défis sont liés aux politiques et au social, sous-tendus par des valeurs culturelles. Qu'advient-il lorsque les valeurs sont heurtées? La scénarisation d'un atelier ou d'un espace de recherche requiert donc la création d'un passe-temps hors cadre qui favorise l'échange d'idées en toute liberté. Les retours formels et informels dans un environnement convivial favorisent également l'ouverture à l'autre sans jugement. Les conditions idéales sont-elles réalisables? Nous savons cependant que l'essentiel de ce type d'occasion est l'expérience vécue et les traces qu'elle laisse consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas de recette sur les conditions de recherche et d'exploration qui émanent de chaque projet d'atelier. Pour trouver des réponses originales, il est profitable de sortir du cadre, d'être curieux et ouvert à la différence. Il est intéressant de l'explorer tout au long de sa vie, car le temps crée des racines qui défient les frontières. Merci. Merci beaucoup, Louise. Merci infiniment pour cette belle intervention. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de son? Voilà. Bon, vous avez parfaitement tenu les délais. Est-ce que vous voulez poser des questions dans le chat? Les participants, n'hésitez pas, on vous donnera la parole. Là, Louise, pendant qu'on attend les questions, je voudrais dire que votre intervention a permis vraiment de voir quelque chose que nous n'avions pas encore envisagé dans ces webinaires, c'est-à-dire le dispositif de l'atelier comme permettant une meilleure circulation des textes dans l'espace francophone. Je pense que c'est une manière de concevoir en fait cet espace de l'atelier de manière très convaincante et très particulière. Alors, moi j'ai peut-être une question s'il n'y en a pas dans le chat.
Voilà, comme vous avez fait un parcours quand même dans votre présentation entre les jumelages d'un pays à l'autre en allant vers finalement une participation dans l'atelier, c'est très très original comme parcours, je trouve, hein. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'activité vraiment dans l'atelier? Moi, j'ai entendu parler là de mise en voix, ce qui me paraît très très pertinent pour penser justement peut-être les différences de rapport à la langue, ne serait-ce que la langue française orale dans des espaces francophones différents. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi ce qu'il en est du côté de la mise en jeu? Est-ce qu'il y avait là des choses à capter du côté peut-être des différences ou des points communs dans cet espace francophone? Est-ce que Louise, vous m'entendez? Vous pouvez Oui, répondre oui, à je ça? vous entends, merci. Voilà. Ben, c'est intéressant comme question, la mise en voix. On était vraiment dans un rapport au texte. Donc, par rapport au jeu, je vais le mettre un peu de côté. Euh, alors, lire le théâtre à voix haute. Le premier réflexe, mettons, si je prends par rapport aux enfants, quand dans excusez-moi, je vais me recadrer. En théâtre, c'est souvent le premier acte qu'on fait face à un théâtre, hein. On s'assoit autour d'une table, on lit le texte à voix haute, il y a une première lecture, une lecture à première vue qu'on appelle, et puis après ça, on creuse, on discute, on approfondit sur notre compréhension du texte. Quand on arrive en atelier avec des enfants, par exemple, de 11-12 ans, qui n'ont pas ce rapport au texte la plupart du temps, donc, le premier réflexe que j'ai remarqué, le premier réflexe, c'est d'essayer tout de suite d'interpréter un texte qu'on n'a jamais lu. Et ça nous amène sur des fausses pistes la plupart du temps, quelque chose qui est un peu à l'extérieur de nous. Quand j'ai vu des metteurs en scène en France, dont Olivier Letellier, entre autres, qui travaillaient avec des enfants, la question de la lecture à voix haute, et je trouvais ça fascinant de voir comment il faisait bouger les corps, même avec un texte dans les mains. Et j'ai expérimenté différentes façons de travailler avec ce rapport de lecture en bougeant. Et par exemple, si je prenais une scène et j'essayais de trouver l'enjeu du mouvement émotif de la scène. Alors, est-ce que c'est une relation dominé-dominant? Est-ce que c'est une relation de poursuite, de harcèlement ou de confrontation? Et là, je mettais les corps dans une situation qui pouvait mettre en mouvement ce rapport. Et ce que j'ai constaté, c'était sur des courtes temps de réplique, peut-être 4-5 répliques pour chaque. Ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'on mettait les enfants dans un rapport au corps et que là, ils s'appropriaient le texte à travers le mouvement, mais à travers la dynamique juste de ce qui était mis en jeu, tout de suite, le ton s'ajustait et l'enfant trouvait une justesse dans sa manière de dire les choses. Alors, le rapport au corps et aux mots est devenu, moi, dans mon esprit, presque indissociable. Là, on n'est pas dans un... Là, on est au théâtre, bien sûr. Un texte qui est fait pour être dit. Donc, c'est aussi ce rapport aux mots qui est intéressant dans cette dynamique. Donc, la mise en voix est devenue, pour moi, essentielle pour s'approprier le théâtre. C'est sûr qu'on voit là, dans nos écoles, en tout cas ici au Québec, le théâtre est rarement abordé dans la littérature, même au primaire, au secondaire, c'est très rare qu'on aborde cette question, le texte théâtral. Parce que le texte théâtral, si on ne le lit pas à voix haute, si on ne prend pas le temps de faire les interactions entre les rapports humains qui sont en jeu, parce que ce sont des personnages, ben, c'est pas évident pour des enfants qui ont peu d'expérience d'aborder ces lectures-là. Donc, faire ce travail-là, c'est intéressant. Puis, au fil du temps, bon, avec des adolescents, entre autres, je faisais des cours de théâtre à des jeunes de secondaire 4-5 qui ne savaient pas lire à voix haute.
lisaient un texte, puis on disait, ah, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alors, à travers le théâtre, il y avait la possibilité d'approfondir cette question de compréhension de texte aussi, de comprendre à quoi sert une virgule, un point, c'est basique. Mais quand on lit à voix haute, cette chose-là devient fondamentale. Oui, Mathieu. J'avais une question liée à mon ignorance un peu dans comment on travaille avec les enfants, mais quand je vois un spectacle, par exemple, pour jeunes publics, mais aussi quand j'entends des professionnels qui travaillent dans une résidence de création pour jeunes publics, il me semble, mais c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu en penses, parce que toi, tu passes dans des dispositifs d'atelier pour adultes et pour enfants. Et est-ce que ça m'a toujours donné la sensation que quand on travaille avec les enfants, ou quand je vois un spectacle, il y a les disciplines, ou ce qu'on peut faire, c'est un peu plus flou, c'est-à-dire qu'on se permet plus que dans le théâtre pour adultes. Et est-ce que c'est une impression à moi de l'extérieur ou est-ce qu'il y a quelque chose que quand on travaille avec des enfants, par exemple, on peut sortir ou prendre par différentes disciplines artistiques et est-ce que ça influence aussi ou ton regard sur des dispositifs plus d'atelier pour adultes? Est-ce que ça peut apporter quelque chose ou ça ne te semble pas, toi, de l'intérieur? J'essaie de bien comprendre ta question, Mathieu, parce que entre adultes et enfants, là, je ne sais pas. Moi, en fait, il y a plusieurs situations. Tu vois, il y a le théâtre d'image très présent, c'est sûr, dans le théâtre jeune public. Donc, puis qui s'exprime de différentes façons, où l'objet sensible, l'objet devient en soi une écriture, tu sais, dans sa mise en espace et dans sa mise en relation avec les choses. C'est certain, quand on travaille avec le corps ou avec un objet, le rapport aux mots peut être différent. C'est pas comme si j'écris tout seul, ben, je suis seule avec mes mots. Puis là, c'est mon cinéma intérieur personnel qui se met en branle et que j'essaie d'exprimer à travers les mots. Mais là, j'aurais le goût de dire, c'est plus une question de relation à une collectivité. Parce que quand je disais le rôle de dramaturge à un moment donné, ou le rôle de témoin, dans un travail de collectivité devient très intéressant. Un auteur peut jouer un rôle pour ramasser ce qui est en train de se passer et de l'exprimer à travers des mots qu'il va choisir. Ou dans La Petite Ombre, par exemple, je suis devenue co-auteur. Au départ, j'étais témoin. Puis, tranquillement, pas vite, comme j'étais avec Bernard, on a fini par former un trio. Bernard était metteur en scène, René s'est mis à la musique, puis moi, je me suis mise aux mots. Alors, on a finalement créé, mais je n'ai jamais considéré que c'était mon texte, parce qu'il était vraiment issu de l'ensemble de ce qui sortait. Finalement, je faisais comme une mise en place. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, on aurait pu t'approprier le texte. Ça, c'est une autre question, par exemple. Mais je n'ai jamais été inconfortable à cette position de dire, et c'est pour ça que je dis, j'aime ça écrire, j'aime vivre des ateliers d'écriture. Puis bon, peut-être que j'ai le sentiment d'imposteur à travers ça, pour voir des auteurs, moi, que j'admire beaucoup, alors je ne me mets pas à leur hauteur. Mais j'adore partager cet espace autour de la création, de l'écriture, de cette recherche de mise en forme. Et quand on regarde, je parlais de l'écriture de Daniel Danis, je prends l'écriture de Philippe Dorin en France, il y a un rapport aux mots qui sont très, très singuliers et qui demandent d'être explorés. Mais on ne va pas d'emblée vers ce type d'écriture parce qu'elle demande quand même un certain effort, puis on n'aime pas trop faire des efforts dans notre société.
Merci beaucoup, Louis. J'imagine que vous avez encore des questions. Vous pouvez les mettre sur le chat, les participants. On donnera également la parole à Alain dans la discussion finale qui reprendra en fait c'est les questions qui vous seront venues à la suite de la belle intervention de Louise, qu'on remercie infiniment. Et nous allons maintenant passer à la deuxième intervenante. Donc, je vous présente Marie Joquevielle-Bourgéa, qui est professeure des universités de littérature française et francophone de l'extrême contemporain à l'université Paul Valéry Montpellier. Elle est responsable du programme de recherche transversale Recherche en création, recherche transdisciplinaire en poétique, méthodologie et savoir inhérents au processus créatif. D'ailleurs, il y a prévu, je crois, un très grand colloque, un très beau colloque prometteur qui s'appellera l'atelier en acte, espace de création et création d'espace, qui aura lieu en novembre 2021 et je crois que les propositions de contribution sont encore ouvertes. Dire également que Marie Bourgéa, depuis 1998, est responsable du diplôme d'animation d'atelier d'écriture de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et puis, parmi ses nombreuses publications, elle est poétesse, mais elle a écrit également en tant qu'enseignante-chercheuse. Citons sa participation à l'ouvrage sur Pierre-Jean Jouve dans l'atelier de l'écrivain, publié aux éditions Hermann, ou encore le chapitre qu'elle a bien voulu nous confier dans l'ouvrage qui est sous presse à Peter Lang et qui s'appellera La recherche-création littéraire et que je coordonne avec Violaine Oudarmero. Et enfin, sa participation à l'atelier animé par Jean-Marc Caranta à l'université d'Aix-Marseille et appelé Formé aux ateliers d'écriture 20 ans après. Voilà, nous allons laisser la parole pour une intervention qu'elle a nommée Crever la notion d'atelier. À vous la parole, Marie. Merci beaucoup, merci infiniment Anne-Marie. J'espère que vous m'entendez bien par-delà l'océan. Oui, c'est quand même merveilleux. Il faut bien qu'il y ait des choses positives dans cette période. Donc merci Anne-Marie, merci bien sûr avant tout à Alain et à Mathia pour leur confiance et pour cette invitation et pour leur persévérance à maintenir ce colloque. Je précise juste, mais c'était une erreur que j'avais commise dans une discussion hier avec Anne-Marie, que je suis responsable du DU depuis 12 ans, je crois, mais que le DU d'animateur d'atelier d'écriture date de 1998. Je commence à être âgée, mais moins que ça, voilà. L'atelier dont je m'apprête à ouvrir les portes autant que le moteur, celui dont, dans les termes de Francis Ponge, en 1977, introduisant son atelier contemporain, je m'applique à crever la notion, c'est l'atelier d'écriture. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, ou plutôt l'atelier d'écriture ouvre pour moi sur d'autres ateliers, et c'est précisément cette relation de contiguïté entre ateliers qui fonde dans et pour ma pratique l'atelier d'écriture. Non seulement en tant que dispositif qui met en place les conditions de possibilité d'un créer, tant pour les participants que pour l'animateur, mais aussi en tant que lieu d'un faire, et surtout en tant que topos, j'entends par là ce lieu symbolique qui rassemble dans le commun d'une pratique, et j'emprunte le mot topos à une phrase de Philippe Hamon qui dit dans un texte sur l'atelier au XIXe siècle, l'atelier est donc autant qu'un lieu réel, un topos. Ces ateliers contigus à l'atelier d'écriture, ce sont l'atelier de l'artiste et l'atelier de l'écrivain, celui-ci fortement endetté à l'égard de celui-là. J'émets en effet l'hypothèse que c'est entre eux, à leur intersection, que se conçoit, c'est-à-dire simultanément se construit et se pense, l'atelier d'écriture. Je me propose ainsi d'interroger très brièvement le phénomène de transfert et d'appropriation par le champ littéraire d'un espace de création initialement redevable aux arts plastiques. Ce faisant, la récupération de l'espace de l'atelier par la littérature
engendre non seulement une réforme des représentations, à commencer par celle que construit l'écrivain de son propre travail, mais une mutation des pratiques qui n'apparaît pas tant de l'ordre d'un bouleversement que d'une double réarticulation. D'un côté, réarticulation d'un héritage artistique et littéraire avec l'expérience technique, technologique, sociale, politique du et au présent. De l'autre, réarticulation de la littérature avec les arts. De ce point de vue, ma réflexion sur la notion d'atelier s'inscrit dans l'horizon ouvert par celle émergente d'art littéraire qui, comme l'indiquait l'argumentaire du colloque organisé à Nancy en septembre 2020, coordonné par les universités de Lorraine, de Laval et du Québec à Montréal, pense, je cite, la participation de la littérature en tant que discipline artistique à une démarche transdisciplinaire de création. Mon analyse s'enracine dans le désir de questionner la formule désormais consacrée et donc devenue inaudible d'atelier d'écriture. J'ai cherché non seulement à réactiver, c'est-à-dire à réentendre l'espèce de paradoxe qui la fonde, atelier versus écriture, mais encore à interroger les raisons, les modalités et les enjeux du transfert de l'atelier de l'artiste à l'écrivain. Car l'emploi exponentiel aujourd'hui, et souvent contestable d'ailleurs souvent, de la formule génitive atelier d'écriture va de pair avec la diffusion, voire la banalisation de celle d'atelier de l'écrivain. Le recours au terme d'atelier dans un contexte littéraire exposant par là même toute son étrangeté. D'où mes interrogations. Quand, comment et pourquoi l'écrivain dans un premier temps, le critique et le chercheur ensuite, s'est-il approprié l'espace à la fois réel et symbolique de son complice, peintre, graveur, sculpteur ou photographe? En quoi cette appropriation a-t-elle pu rejaillir sur ou être influencée par la mise en place et le développement depuis les années 70 en France d'ateliers d'écriture créative? Ma propre conduite d'atelier se trouve-t-elle endettée vis-à-vis de cet héritage? Alors pour répondre à toutes ces questions, une enquête historique permettant d'appréhender les circonstances de ce transfert s'est avérée nécessaire. J'en livre un résumé dans le bref article publié il y a tout juste 2 jours dans le crachoir de Flaubert. Je me contente ici de situer ce propos en énumérant tout simplement les titres des 2 temps qui ont configuré ce que j'ai appelé retour amont, petit excursus historique et étymologique. L'hypothèse étant que l'appropriation de l'espace de l'atelier par la littérature à l'époque moderne et contemporaine procède d'une double évolution. Premièrement, l'évolution des rapports entre écrivains et plasticiens depuis le XIXe siècle, l'espace de l'atelier accueillant et configurant leur rencontre. Et deuxièmement, l'évolution du terme atelier lui-même, qui voit au XXe et XXIe siècle s'élargir son emploi et se répandre son usage. L'enquête a visé, dans un second temps, à interroger les implications de ce transfert dans ma propre pratique, et donc l'enquête s'est transformée en auto-enquête en quelque sorte. C'est en effet dans la réalité de terrain, c'est-à-dire dans le très concret d'une pratique d'animation, d'atelier d'écriture, que s'enracine ma réflexion, qui pour tendre vers une forme de théorisation ne s'y autorise que parce qu'il m'est apparu nécessaire de dépasser les seuls témoignages et analyses d'expérience après 30 ans de pratique du dispositif, 20 ans d'animation en contexte universitaire et 12 ans de formation d'animateurs inscrits dans toutes sortes de champs professionnels. Donc j'en viens à ce deuxième temps de ma réflexion. Je laisserai découvrir à ceux qui le souhaitent la première partie, donc dans le crachoir de Flaubert. Mon analyse se propose donc d'appréhender l'atelier d'écriture à la lueur du transfert dont je viens de pointer la dynamique. Certaines remarques que je vais faire reprennent des analyses, des éléments d'analyse bien connus, par exemple la puissance collective de l'atelier. Elles visent néanmoins à les réinsérer dans la perspective de récupération, appropriation par l'espace littéraire de l'espace plastique. Alors, dans la logique de l'entre-deux et de la translation qui caractérise cette communication, les 5 entrées que je vais vous proposer ont pour titre 2 notions accolées qui font précisément sens de leur frottement.
Donc, je vais énumérer 5 points et j'ai décidé, après m'être entraînée au temps de parole, que je ne ferai pas de conclusion et que mon 5e point constituerait de façon un petit peu abrupte la conclusion pour respecter le temps. Donc, premier point, collectif singulier. Bien que Francis Ponge distingue 2 types d'ateliers, l'un où, je cite, l'on œuvre collectivement et méthodiquement, c'est-à-dire les manufactures, l'autre où, je le cite, une seule personne s'adonne à une activité spasmodique, c'est-à-dire les ateliers d'artistes, un atelier est à l'origine un espace collectif. S'il est vrai que la modernité, ainsi que l'analyse Nathalie Heinisch dans L'élite artiste, consacrant la singularité artistique, stimule la pratique d'un espace de création à un seul dédié, reste que la nécessité d'aide technique liée à certaines manipulations que l'artiste ne saurait accomplir seul, ou simplement le fait que l'atelier se révèle soluble en un espace d'exposition, de sociabilité et de négoce, transforme au moins ponctuellement le lieu en espace collaboratif et réflexif, où s'échangent diversement œuvres, paroles et savoir-faire. Or, il est patent que l'atelier d'écriture hérite de cette dynamique collaborative où les paroles relaient les textes in progress, accompagnant et prolongeant les processus d'écriture qu'elles interrogent, mettent en perspective et offrent en partage à autrui. Par là, ce que permet de déconstruire cet héritage de l'atelier d'artiste, c'est l'idée qui a la vie dure que le collectif diluerait les individualités. A contrario, il permet à une voix de prendre conscience d'elle-même et dans le cadre du dispositif atelier d'écriture, non seulement de supposer l'écriture singulière depuis les textes supports simultanément référentiels et moteurs et la proposition qui leur est associée, mais encore littéralement de commencer par s'entendre au moment de la lecture à voix haute des textes tout juste écrits, et on retrouve la question de la voix haute, et ce faisant, sur le long terme du dispositif, d'affiner, affirmer progressivement une singularité ou d'en éprouver les limites aussi. C'est de fait à l'écoute des voix d'autrui que se forge, voire se défait pour se reconstruire autrement, un style, que se fait une main, car le propre n'advient que frotté au geste de l'autre. Dans l'atelier d'écriture, le mythe du génie solitaire se heurte ainsi à la réalité collective des ateliers d'artistes. Je note au demeurant que l'apparent paradoxe que pointe Nathalie Heinisch d'une, je la cite, dimension collective du régime de singularité, qui s'impose à l'époque moderne, se reprend précisément, je la cite à nouveau, au rapprochement opéré entre peintre et littérateur pendant le romantisme, la fréquentation commune des ateliers jouant un rôle essentiel dans cette neuve fraternisation. Ce que déconstruit en revanche l'atelier d'écriture qui hérite de cette prise de conscience qu'il faut du collectif sous une forme ou une autre pour produire de la singularité qui tienne, ça c'est ce que dit Heinisch, eh bien c'est la dimension élitiste de ce même régime de singularité que déconstruit quant à lui l'atelier. Deuxième point, projet-trajet. Fidèle à l'esprit renaissant, nombre de romans et nouvelles au XIXe siècle mettent en scène l'atelier d'artiste comme lieu d'apprentissage et de formation. Ainsi en va-t-il de l'atelier de Longibou dans le magistral Manette Salomon des frères Goncourt, que fréquentent pas moins d'une soixantaine de peintres et de sculpteurs. Sous le regard du maître, dont l'enseignement s'approfondit du dialogue tout aussi formateur avec les pairs, les apprentis, et là je rejoins ce que disait Louise, vivent ainsi l'espace de l'atelier comme un temps de formation. Aussi l'atelier s'appréhende-t-il moins comme le lieu d'un faire que comme le temps consenti d'un apprendre à faire. Il en va d'une dynamique d'apprentissage, d'un trajet à soi accordé par, plus que dans, l'espace de l'atelier. Par conséquent, l'atelier, sa fréquentation, son expérience, s'il avalise un projet, celui d'un devenir artiste, initie et soutient un trajet, celui d'un faire œuvre. Advenir donc, autant si ce n'est davantage que devenir. Or, l'ambiguïté du terme écriture, représentation graphique d'une langue et simultanément manière de s'exprimer par écrit, avalise une confusion qui me paraît influencer notre représentation de l'apprendre à écrire.
parce que l'on a tôt appris à tracer des signes, signification 1, l'apprentissage de l'écriture, signification 2, semble acquis ou tout du moins arrêté, quand il n'est pas considéré comme impossible. Écrire, ça ne s'apprend pas, rétorque-t-on fréquemment aux promoteurs des ateliers d'écriture. Car à la confusion que je viens de pointer s'ajoute en France, comme vous le savez aussi bien que moi, le poids d'un double imaginaire romantique du génie que nous aura légué le XIXe siècle sous la double figure du grand écrivain mage hugolien et de celle qui lui est immédiatement postérieure du poète maudit qui n'en constitue que le reflet inversé. Alors que nous disent ces considérations quant à l'atelier d'écriture? Que le dispositif qui le porte, simple dans son protocole, complexe dans ses enjeux, ne construit un espace symbolique que parce qu'il postule le temps infini et erratique d'un apprendre à écrire, c'est-à-dire reconnaît le trajet comme un processus temporel, car c'est bien consentir au temps qui fait processus. À l'ancienne vocationnelle, pour reprendre l'adjectif Heinisch, écrire, ça ne s'apprend pas, qui dénie toute raison d'être, fort la ludique ou l'occupationnelle à l'atelier d'écriture, ce dernier répond par la dynamique que je dirais, c'est un terme qui n'existe pas, je l'invente, un néologisme, trajectile, qu'il instaure au fondement de sa tenue. Non qu'il en détienne la prérogative, il la présuppose. Et il en va de l'éthique de l'animateur garant de son déroulement, travaille à, je cite, sa propre liquidation, comme le postule François Bon. S'il est illusoire de penser que le dispositif, une fois liquidé, chaque participant à l'atelier s'attellera à écrire de façon autonome, c'est-à-dire consentira à apprendre à écrire en assumant seul sa singularité, il est néanmoins essentiel, je crois, que l'atelier soit porté par cette utopie. Ouvrir, pour chacun et définitivement, le temps infini de l'apprendre à écrire. Troisième point, matière-travail. Le poète Antoine Aimaz, titré Cambouis, la sorte de livre-journal de la création qu'il publiait en 2009 dans la collection Déplacement des éditions du Seuil, dirigée par François Bon. Le choix de ce titre, Cambouis, actualise un autre type d'atelier, celui du garagiste. En l'occurrence, il assimile l'écriture à un travail manuel, comme si écrire, c'était mettre les mains dans le moteur de la langue et par là même accepter de les salir. Bricoler, assembler, fabriquer, trafiquer, réparer, etc. Ce dont témoigne Cambouis, c'est de l'expérience incarnée dans un quotidien et profondément matériel des processus de création littéraire. Ce détour par Aimaz souligne deux éléments relatifs à l'atelier, que l'atelier d'écriture non seulement reconnaît, mais pose au fondement de son aventure. Premièrement, la langue est une matière qui se travaille, comme s'informe par les gestes du corps, parfois prolongés d'outils ou d'instruments, la glaise, la peinture, le son, la voix, le corps lui-même. En cela, l'écrivain est un artiste au même titre que le son plasticien, musicien ou danseur, et je renvoie à la notion évoquée plus haut d'art littéraire. Deuxièmement, écrire est un travail, supposant essai, ratage, impasse, renoncement, réécriture. M'a toujours frappé la représentation par nombre de participants aux ateliers, après 50 ans, pourtant de génétique textuelle, de l'écriture comme jet spontané sur quoi l'on ne revient pas. Il est impensable, voire impossible pour beaucoup, de revenir sur ce qui a été écrit, comme si la trace écrite revêtait un caractère définitif, en partie redevable d'une sacralisation inconsciente, empêchant l'écrit d'être retouché. On écrit éventuellement autre chose, mais on ne réécrit pas. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les participants, et la vie de l'atelier se charge de faire évoluer des représentations encore très ancrées, je le remarque, dans ce XXIe siècle pourtant numérique, dans le double imaginaire romantique que je signalais. Or, le modèle, entre guillemets bien sûr, de l'atelier d'artiste, quelles qu'en soient les formes, y compris celles qui remettent en cause sa conception traditionnelle, participe à déconstruire ses a priori. Non seulement parce qu'il ne craint pas d'exposer ses dessous, ébauches, croquis, œuvres inabouties, voire ratées, tentatives abandonnées et expériences en cours,
Je renvoie aux ateliers de Coriolis dans Manette Salomon ou bien sûr de Lantier dans l'œuvre de Zola, mais parce qu'ils témoignent ainsi, dans ce consentement à l'essai, de la validité d'un travail. Quatrième et avant-dernier point, que je résumerai d'ailleurs, corps-objet. L'écriture souffre, dans ses représentations courantes, du caractère impalpable de son combat avec la matière. Sans doute, l'attachement à l'objet livre tient-il en partie au fait qu'il matérialise un corps absent. Cet attachement se retrouve dans les objets qui, conduisant l'écriture et par là même supposant gestes de la main et rituels afférents, attestent de sa matérialité. M'amuse d'ailleurs toujours le fait que des étudiants illustrent les dossiers qu'ils me rendent à l'issue d'ateliers d'écriture réflexifs que je conduis en licence 2 avec des plumes sergent-major ou de façon un petit peu plus moderne avec des Underwood, évidemment, dont ils ne se sont jamais servis. De même, je remarque qu'ils privilégient le carnet et l'écriture manuscrite, comme s'il leur fallait lester une écriture désormais dématérialisée qui se confond de surcroît avec tous nos gestes numériques. Il me semble que ces choix signalent le désir d'objet qui hante toute création. Qu'elle soit vouée à disparaître, comme dans le land ou le street art par exemple, ou à ne cesser de renaître à chaque représentation, comme le spectacle vivant, n'y change rien. Les captations sonores, photographiques ou vidéo en témoignent, qui transforment, volens nolens, en objet un événement. Or, l'écriture cherche elle aussi à exposer sa matière de la même façon qu'elle rêve d'un lieu où trouver sa place, c'est-à-dire où installer son atelier. Les dialogues entre poésie et art plastique, qui scénarisent depuis le dernier quart du XIXe siècle les infinies possibilités ouvertes par l'espace du livre de dialogue, s'offrent ainsi comme la vitrine miraculeuse, née au moins en partie dans l'atelier de l'artiste, de ce désir, voir l'écriture comme une matière, d'où d'ailleurs la fréquente manuscription dans les livres de dialogue. Or, l'une des qualités majeures de l'atelier d'écriture est d'incorporer à son dispositif la dimension d'objet, et ce à plusieurs niveaux que je vais simplement résumer. Premier niveau, donc, de cette dimension d'objet de l'atelier d'écriture est redevable du collectif qui, accueillant les textes, en accuse réception, à la fois les supports et les textes entendus. Sorte de caisse de résonance dynamique, créative, l'atelier, au sens renaissant du collectif des participants apprentis, reconnaît ainsi le texte comme objet, transitionnel, on pourrait dire même en termes psychanalytiques. Deuxième niveau est porté par la voix haute, qui publie en temps réel, avec tout ce que la voix porte du corps dont elle procède, qualité physiologique et affectuelle, je dirais confondues, le texte tout juste écrit. De surcroît, le texte dit, et donc écrit sachant qu'il va l'être, est expressément adressé à autrui. L'écriture, la relecture à voix haute et l'adresse participent ainsi de concert à faire du texte un objet palpable, immédiatement partageable. Troisième et dernier niveau, c'est celui structurel du dispositif. J'émets en effet l'hypothèse que l'atelier est vécu par les participants, animateurs compris, comme un objet en soi. Objet symbolique que l'on s'échange en paroles quand on n'y est pas. Tu viens à l'atelier, qu'est-ce que vous avez fait à l'atelier samedi? L'atelier devient espace transitionnel quand on y est et espace créateur de ces objets symboliques qui sont les œuvres. Je ne m'engage pas ici sur le terrain de leur valeur. Je vais bientôt terminer. Or, ce rapport qu'entretient l'atelier d'écriture à l'objet me semble, j'entends un petit écho, peut-être c'est la connexion d'Anne-Marie. Or, ce rapport qu'entretient l'atelier d'écriture à l'objet me semble modélisé par l'importance qu'il revêt dans les représentations véhiculées par les ateliers d'artistes et singulièrement celle de la bohème. Je vous renvoie à toutes les descriptions qu'on trouve dans les romans du XIXe siècle. Si je résume, plus l'atelier est encombré d'objets, plus le peintre est génial, en quelque sorte. L'écriture qui, je le notais, rêve d'avoir un corps, invente avec le dispositif atelier d'écriture un espace symbolique lui permettant d'éprouver, comme au théâtre, la résistance de sa matière. J'en arrive donc à mon dernier point, mon cinquième point, qui sera ma conclusion, que j'ai intitulé « Peinture, littérature ».
Cette dernière entrée découle de l'analyse d'un aspect de ma pratique d'animation qui n'est pas nécessairement applicable au dispositif atelier en général, contrairement aux 4 entrées précédentes que je viens d'énumérer. Réfléchissant pour ma part à cette appropriation par l'atelier d'écriture de l'atelier d'artiste, j'en suis venue à reconsidérer un élément de ma pratique que j'interprétais jusque-là comme une conséquence ou une extension ou une sorte de bouture d'un de mes domaines de recherche et de ma passion pour les arts plastiques, soit la coprésence systématique dans les supports qui toujours prétextent la proposition d'écriture, de textes littéraires et de reproduction d'œuvres picturales ou photographiques. Ce tiers, entre les participants et moi, qui supporte la proposition sous la forme délibérée d'un objet, c'est-à-dire c'est un petit livret que je distribue en début de séance et avec lequel je tisse ma proposition, c'est d'abord la littérature, mais ce sont aussi les images de l'art, et ainsi paradoxalement, ce qui s'institue comme puissance créatrice hors les mots. Il m'arrive aussi ponctuellement de donner des images comme support exclusif à la proposition, ou tout simplement d'amener les participants au musée. Or, ce qui me retient ici, et c'est là-dessus que je conclurai, n'est pas tant le double support littéraire plastique que je soumets, qui s'invente à chaque atelier ses raisons, que le fait que les textes des participants s'écrivent fréquemment, et ce de façon très subtile, entre le texte et l'image, dans l'invention, non réfléchie par eux, encore moins présupposée par moi, d'une brèche qui fait effraction entre la littérature et les arts plastiques. Le texte ne s'écrit pas depuis les textes ou depuis ou avec les images, mais entre tel texte et telle image, dans la fabrique d'un signe, l'invention d'une circulation qui font coïncidence. Or, c'est la présence matérielle du livret dans lequel s'envisagent texte et image qui autorise ce court-circuit. Je fabrique ainsi moi-même un objet pour mon atelier, et pour ce faire, j'ai besoin des arts plastiques. Rien de tout cela pourtant n'aura été prémédité. J'ignorais que la dette de l'atelier d'écriture envers l'atelier d'artiste se transformerait en don. Je vous remercie et je vous prie d'excuser le côté un peu abrupt de ma conclusion. Merci, merci beaucoup Marie Joquevielle-Bourgéa. On a pris un petit peu de marge sur le temps de discussion, mais bon, il fallait vraiment ce temps de fin de l'intervention pour une synthèse qui était absolument magistrale et roborative. On vous en remercie vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, les participants? Je vous donne la parole si vous la voulez. Sinon, je pose peut-être quand même Ben, je une peux y première aller, Anne-Marie, je pourrais y aller Oui, avec une question c'est qui vient pas du Alain. public, mais qui vient de moi-même. En fait, Allons-y. en vous entendant, Marie, après j'aurai une question aussi pour Louise, là, quand on ouvrira la discussion de manière plus large, mais sur ce que vous venez de dire, d'abord, merci beaucoup pour la présentation, c'est très, très intéressant. Et je vous soumets une réflexion que j'ai depuis quelques années maintenant sur la validité de faire lire les textes en atelier. Euh, Plus le temps passe et moins je fais lire les textes en atelier, c'est-à-dire que j'essaie d'organiser mes ateliers pour que les textes soient lus comme textes littéraires et non pas soient lus par le participant aux autres membres de l'atelier, parce que je me suis rendu compte que ben voilà, il y avait des très bons lecteurs qui pouvaient rendre plus accessibles des textes moins réussis et l'inverse aussi, c'est-à-dire que on avait des textes très, très réussis à l'écrit, mais parce que la personne qui le lisait n'avait pas ce talent-là, disons ça comme ça, faisait en sorte que la réception, ça venait biaiser d'une certaine manière la réception. Alors, je ne sais pas, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, puisque vous avez évoqué cela dans votre présentation. Pour moi, je vois de plus en plus la lecture à haute voix comme une médiation voilà, qui dépasse le texte, en tout cas qui donne une autre dimension, parfois heureuse, mais parfois malheureuse aussi au texte. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et en même temps, en tout cas pour l'instant dans ma pratique, c'est un élément que je continue à trouver essentiel, cette question de la voix haute, parce que ce que vous soulevez concernant au fond
la capacité au fond, à bien dire un texte se vérifie aussi, je dirais, dans le champ littéraire. On peut avoir des écrivains, des poètes, par exemple, qui lisent leur texte, qui peuvent le lire très bien, mais quand on lit le texte tout seul, finalement, bah, on sent qu'il y avait l'intérêt qu'on a eu pour ce texte-là tenait davantage à la performance, à la capacité d'incarner un texte, et inversement, bien sûr, hein, je dirais la réciproque est vraie. Donc ça, c'est pas propre à l'atelier d'écriture. Je crois que c'est propre tout simplement au fait de dire des textes à voix haute. Il n'y a rien de pire que d'entendre Apollinaire lire le pont Mirabeau. Il y a de quoi dégoûter d'Apollinaire, hein, ça c'est voilà. Maintenant, je crois qu'il y a sur le long terme, c'est-à-dire quand on envisage l'atelier sur plusieurs mois au moins, il y a une forme d'imprégnation, je dirais, qui va, de mon point de vue, c'est peut-être un peu idéaliste, mais qui va toujours vers le mieux. C'est-à-dire que lorsque des participants entendent quelqu'un lire un texte de façon intéressante, incarnée, au fond, d'eux-mêmes, ils vont changer leur façon de dire. Je donne un exemple qui est même, je dirais, un petit peu anecdotique, pas du côté des textes des participants, mais vis-à-vis des textes que je lis support. Quand je lis, je fais les liaisons. Et je remarque que quasiment aussitôt, tout le monde, y compris, j'ai parfois des étudiants qui sont en reprise d'études, qui n'ont pas le baccalauréat, qui sont même parfois des étudiants pour qui le français est une langue étrangère. Donc, je n'ai pas à l'université que des étudiants en doctorat, ben voilà. Et immédiatement, ils se mettent à faire un gros effort de lecture et ils discutent aussi de la lecture. Ou alors, certains proposent de prêter voix au texte des autres. Et donc, voilà, je pars du principe que le fait qu'on écrive en sachant qu'on va lire, ça permet de passer d'une position d'expression à une position de création. Et que donc cette perspective-là va orienter le travail d'écriture lui-même. Et qu'ensuite, disons, la lecture à voix haute n'empêche pas, évidemment, de retravailler son texte à l'écrit. Et que peut-être ça va permettre de le travailler autrement ou dans une certaine direction. Je suis d'accord avec vous sur voilà, le déséquilibre parfois. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne sais pas, Mathias, si tu avais quelque chose de ton côté. Oui, moi avec le questionnement, c'était qui me venait en t'entendant te parler, Marie, que finalement le niveau de la création, peut-être c'est pas c'est important dans les ateliers, mais finalement c'est seulement l'un des éléments. Je me demandais s'il n'y a pas dans l'atelier finalement, c'est pas tellement important euh, s'il n'y a pas quelque chose, si finalement l'atelier, ça donne quelque chose de plus sur la personne et pas sur le fait de créer. C'est- parce que finalement, il y a tellement de niveaux. Il y a l'apprentissage, il y a les dialogues, il y a la collectivité et finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui va être retenu de ce moment et qu'est-ce que va être euh, qu'est-ce que ça va donner après l'atelier. Mais si finalement c'est les ateliers, c'est plus comment s'il y a quelque chose qui c'est vraiment lié à la personne qui sont là et qui se rencontrent dans l'atelier et que l'élément de la création, on ne sait pas si ça portera quelque chose, mais ça apporte peut-être quelque chose d'éducation, des éléments peut-être techniques, ça porte un échange, peut-être des relations, mais c'est ce que je trouvais très intéressant, c'était le fait de voir que l'écriture en atelier, c'est différent que dans d'autres secteurs ou dans d'autres niveaux de quand on écrit seul ou avec un but bien précis. C'est ça que je trouvais intéressant, le fait qu'il me semble qu'on est plus dans une forme d'expérimentation dans l'atelier et c'est pas les œuvres qui comptent, mais c'est ce qu'on retienne dans la structure de l'atelier. Est-ce que je dis quelque chose de complètement absurde ou ça vous parle ou...
ça ne me semble pas du tout absurde. Je pense que, bon, d'abord, on ne peut pas généraliser parce que les enjeux des ateliers peuvent être très différents, les publics, etc. Mais pour moi, il est vrai que la partie, je dirais, de création d'œuvres, on va dire, ou de texte, tout simplement, n'est qu'une partie de ce que produit l'atelier. Et je pense que l'atelier lui-même, hein, c'était un peu ce que je disais en conclusion, enfin que je n'ai pas dite, l'atelier lui-même peut être une œuvre d'une certaine façon, vouée à disparaître, c'est-à-dire c'est la totalité du dispositif. Et que si on se focalise exclusivement sur la production de texte, ben, on peut être aussi parfois déçu. Mais que si c'est là l'important et l'enjeu majeur, l'essentiel tient à beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, Louise évoquait le fait qu'elle n'avait pas forcément ressenti le besoin sur le moment, et peut-être même pas après, de dire bah, c'est mon texte, parce que ben voilà, c'est un travail collectif, une dimension de processus, de temps partagé, de temps commun, qui de toute façon n'est pas résumable, n'est pas forcément visible d'ailleurs pour des tiers. Et je crois qu'il faut accepter qu'il y a à la fois de la perte par rapport à ce qu'on voudrait tenir ou retenir d'un atelier, et en même temps qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on croit. Et l'utopie que je signalais tout à l'heure, qui serait celle de, au fond, d'ouvrir un espace de création pour chacun, et que l'idéal serait que chacun puisse ensuite, une fois que l'atelier est liquidé, qu'il n'a plus lieu d'être, qu'il n'existe plus, de continuer pour chacun à écrire, à créer. Mais on sait bien que ça ne sera pas vrai pour tout le monde, même avec les meilleures intentions de création. Peu importe. L'important, c'est qu'il y ait cette dynamique, je crois, qui se met en place à la fois de création et de réflexion sur sa pratique. Et ça, je crois que c'est important, c'est de créer un espace dans l'atelier de réflexion sur sa façon d'écrire, sur sa façon de créer, quel que soit le devenir de chaque participant. Il y en a peut-être qui sont écrivains, qui vont le devenir, qui auront une œuvre magistrale après, peut-être d'autres pas du tout, n'écriront plus après. En revanche, l'atelier aura permis que une distance se mette en place entre le fait qu'on écrive, qu'on fabrique quelque chose, et le fait qu'on ait un regard distancié en écoutant les textes des autres, en disant son propre texte et en avançant dans l'atelier. Donc oui, bien sûr, je suis d'accord Et avec juste une autre chose, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'on parle de la prise de conscience ou pas de la réécriture en suivant des ateliers ou les cours en création littéraire à l'université, ou sinon en les donnant aussi. Mais il semble qu'à un certain moment, il y a plusieurs personnes qui écrivent et puis prennent conscience à un certain moment de et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et que et l'exigence de la réécriture, c'est vraiment à ce moment-là, au moment qu'on est dans l'action, dans le passage, dans la transmission, qui prend conscience du travail de réécriture. Et là, on en demande de comment faire pour comment réécrire et retravailler le texte. Oui, je crois que bien sûr, ça dépend du public étudiant qu'on a, mais en tout cas, moi je vois en licence, quand les étudiants sont relativement jeunes dans leur apprentissage, pour beaucoup, mais vraiment pour beaucoup, après avoir écrit un texte, ils disent bon, mais pour moi, ça y est, c'est terminé. Même s'ils n'en sont pas contents, même s'ils sentent que voilà. Et donc, alors pour certains, il n'y a aucun problème, c'est un processus naturel, mais je dirais ils sont quand même beaucoup moins nombreux à avoir cette dynamique de réécriture et d'acceptation. Et ça, je pense que, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, mais en France, c'est très fort, d'acceptation que tout n'est pas parfait au début et qu'on a le droit de se tromper, que, euh, que, que, que écrire quelque chose dont on n'est pas content, bref, comme dirait Beckett, que rater mieux, pour eux, c'est quelque chose, quand je leur parle de rater mieux, je me dis, oulala, et donc, et ça, je crois que c'est chez nous très, très ancré, mais Anne-Marie le sait mieux que moi, mais dès l'école maternelle, l'école primaire, ah non, non, il faut surtout pas se tromper, il faut pas faire de fautes, il faut pas. Et donc, hop, quand c'est écrit, c'est pour ça que je parlais de cette confusion sur le mot, enfin, qu'on connaît tous, hein, sur le mot écriture. Quand c'est écrit, on retouche pas. Parce que si on retouche, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait. Oui, puis je Merci sais pas, beaucoup. excuse-moi juste 2 secondes, Anne-Marie.
Je donne le cours d'initiation cette année. Je l'ai donné pendant les 2 sessions de l'année. Et je pense que l'apprentissage le plus probant que les étudiants font, c'est celui-là. C'est de comprendre qu'un texte littéraire, c'est de la matière brute qu'on peut retravailler à l'infini, en fait, hein, parce qu'on sait, c'est jamais terminé. Vous l'avez dit aussi dans votre présentation. Et que je pense que l'apprentissage le plus important qu'ils font, c'est celui-là, c'est celui de la réécriture et celui de désacralisation du premier jet, c'est-à-dire de voir le premier jet comme effectivement un premier jet, donc qu'on va retravailler, puis que le texte est aussi fait de tout ce qu'on enlève, de tout ce qu'on modifie dans le texte aussi, tout ça fait partie du texte de la version finale. Alors c'est très juste. Il y a comme plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé revenir dans ce que vous avez dit, mais en particulier celui-là, c'est ce point-là. Excuse-moi, Anne-Marie, j'ai Non, non, bien sûr, c'était très important que tu interviennes, Alain, pour montrer l'expérience justement. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes expériences en France et au Québec, donc c'est très important de comparer tout cela. Mais il est temps d'entamer cette discussion générale sur les 2 interventions et de faire circuler un peu les questions aussi par rapport à la première intervention. Et du coup, pour commencer, moi j'aimerais bien que Louise réagisse sur cette proposition qu'on entend beaucoup en ce moment en France et que nous a rappelé Marie, qui est de dire, bah, en fait, peut-être que finalement, ce qui fait œuvre dans l'atelier, c'est l'atelier lui-même, c'est le fait de rassembler les participants dans un certain contexte, de leur proposer un certain nombre d'inducteurs pour agir, alors peut-être pour mettre en voix, peut-être pour mettre en jeu, peut-être pour écrire, mais en fait c'est l'atelier qui est l'œuvre. J'ai l'impression que Louise, vous aviez une autre conception en fait de l'œuvre, peut-être du côté du metteur en scène et de l'auteur. Comment est-ce que vous prenez cette proposition? Ben, en fait, moi, je suis tout à fait confortable à cette conception parce que l'atelier, c'est un point d'orgue, comme il y en a d'autres, quand on édite un texte, mais c'est un point d'orgue aussi de ce texte. Et là, on est à peu près sûr qu'il ne bougera pas, sauf s'il il est réédité et retravaillé par l'auteur. Pour moi, c'est des lieux, en fait, je crois que de se mettre en danger dans des ateliers, c'est une façon de dire se mettre en danger, c'est-à-dire que j'ose dire je vais expérimenter quelque chose de nouveau, je vais découvrir quelque chose de nouveau, je vais essayer quelque chose de nouveau. Et quand c'est en collectivité, ce qui est intéressant, c'est que là, on confronte les idées et nécessairement, ça nous oblige à nous sortir de nous-mêmes et à aller plus loin, aller au-delà. C'est comme ça pour moi que je vois l'évolution. Donc, l'espace atelier est en soi un espace qui permet l'évolution. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer les différents dispositifs mis en place, et puis c'est infini. Mais tout ça, si ça peut donner du sens, ouvrir des sens, je devrais dire, c'est un espace qui est absolument nécessaire dans la création, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu sais, on voit des entreprises maintenant qui sont très, très production, etc., mais qui vont créer pour les employés des espaces de création parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut sortir parfois des sentiers battus pour pouvoir évoluer. Voilà. Merci beaucoup, Louise. On sentait en fait dans votre présentation, mais je pense à toutes les deux qu'il y avait justement un combat à mener du côté de l'atelier, que ça n'était pas encore quelque chose ça n'était pas un tapis de velours, qu'il y avait encore des choses à mobiliser pour faire bouger peut-être les institutions ou les cadres d'implantation de l'atelier. Est-ce que vous pourriez réagir toutes les deux à cette dimension-là qui est peut-être politisée quelque part, de dire en fait, vous avez dit, Louise, que l'atelier était un espace de libération, et on entend bien que Marie
fait un tableau en fait des points de tension qui montrent qu'il y a quand même des héritages dans la notion d'atelier, même s'il y a surtout quelque chose à renouveler dans la conception de l'écriture par l'atelier. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux sur cette idée qu'il y a encore du militantisme pour porter la cause de l'atelier, d'après vos expériences? Ben, moi, je pourrais dire, si vous permettez, je vais juste rapidement, c'est certain que c'est un espace qui, a priori, n'est pas rentable. C'est un autre type d'espace. Alors, dans un contexte économique, l'atelier, il faut toujours le défendre. Moi, puis surtout si on arrive avec des projets hors cadre. Mais ce que je remarque au Québec, par exemple, les conseils des arts qui soutiennent les processus de création, production et diffusion, bien dans les 5-8 derniers et ont ouvert davantage tout cet espace de recherche-création, expérimentation, et ils se sont bien rendus compte que c'est nécessaire si on veut évoluer, si on veut aller vers des choses différentes, si on veut. J'ai l'impression qu'on a perdu Louise. Il me semble bien. On a un petit problème de connexion avec Louise. Peut-être qu'on laisse la parole à Marie sur le Oui, point de OK. sujet. Oui, Oui. voilà, je prends la parole et puis on la rendra à Louise Oui. après. Alors, je dirais quand même que pour qu'il y ait une note positive, et il y en a beaucoup, ça va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans quand même. Je le vois, je me permets de le dire de façon un peu générale parce que je parle de mon point de vue à l'université, mais comme j'ai la chance de pouvoir former des animateurs, comme je le disais, dans le cadre du DU animateur d'atelier d'écriture de l'université qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, je suis en lien tout au long de l'année avec des animateurs qui interviennent dans toute la France et parfois même en Europe, dans tous les milieux. Donc on voit bien, je vois bien que l'espace de l'atelier d'écriture et des ateliers artistiques, je dirais en général, mais pour l'atelier d'écriture, est beaucoup mieux inséré dans le tissu social, beaucoup plus accepté. Donc ça, c'est un point très positif. Et si je parle de l'université, non seulement ça va mieux, mais ce que je crois très positif, c'est le rapprochement qui est beaucoup moins théorique qu'avant entre la littérature et les arts. Alors, j'ai la chance dans le laboratoire de recherche auquel j'appartiens d'être avec les arts plastiques, la musique, le cinéma, les arts du spectacle, et donc de bénéficier d'une forme d'antériorité, de légitimité des ateliers de pratiques créatives et au-delà de la recherche-création, qui font que finalement bah, l'atelier d'écriture et la littérature sont désormais intégrés à ces questionnements-là. Et donc ça, je crois que c'est très positif. Et donc cette, je dirais, ou pluridisciplinarité est pour moi motrice par rapport à la promotion des ateliers d'écriture. En revanche, je pense qu'il y a deux choses à quoi il faut veiller. Enfin, moi, en tout cas, à quoi je veille par rapport aux ateliers d'écriture. Premièrement, c'est de garder cet espace de liberté dont parlait Louise d'une certaine façon, c'est-à-dire garder, garder en vie, vivantes, les raisons pour lesquelles on monte un atelier. Et je dirais la deuxième raison, mais qui est liée à ça, enfin le deuxième écueil, moi, à quoi je fais très attention, c'est l'instrumentalisation de l'atelier d'écriture. L'atelier d'écriture est parfois accepté dans le secondaire ou le supérieur parce qu'on se dit, tiens, ça va être un coup de baguette magique par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer par ailleurs dans les études de lettres. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se méfier de cette instrumentalisation de l'atelier d'écriture et veiller à ce que ça reste vraiment un espace de création
et pas simplement un instrument au service d'un travail pédagogique. Voilà, donc ça c'est... En tout cas, moi je suis très vigilante vis-à-vis de ces questions-là. Louise, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne sais pas où vous m'avez perdu, parce que j'avais l'impression d'être toujours là. Je disais qu'entre autres, ici, au Québec et au Canada, les conseils des arts qui soutiennent les processus de recherche, création, diffusion, ça va toujours? Oui. Alors, ils ont modifié dans les 5 dernières années leur manière de soutenir, justement. Ils ont ouvert davantage des bourses dans la portion recherche-création, où souvent les ateliers vont s'insérer. Parce que ça prend quand même des dispositifs qui permettent de faire les rencontres, de prendre le temps justement d'explorer les matières qu'on veut explorer, peu importe que ce soit l'écriture ou l'écriture en lien avec d'autres matières. Donc, je pense que ça, c'est de plus en plus reconnu. Mais si on en reste là, le fait d'accepter ou non comme société qu'il n'y ait pas de produits qui en ressortent, je dirais que c'est cette portion-là, souvent, où il y a un flou. Il faut résister aux attentes absolues de la production. Mais je suis d'accord avec Anne-Marie de dire qu'il ne faut pas en faire non plus une instrumentalisation qui finalement n'apporte rien d'intéressant si on n'a pas derrière une intention pure. Merci beaucoup, Louise. J'aimerais bien redonner la parole à Alain à présent parce qu'il avait, je crois, des Oui, non, questions. c'était une question qui m'est venue en entendant Louise Allaire tout à l'heure. En fait, vous l'avez abordé, Louise, de manière très périphérique, mais on sait qu'à Québec, en particulier, dans les programmes au conservatoire, là, dans les programmes de formation en art dramatique, on met beaucoup l'accent sur l'atelier de création collective. Hein? C'est-à-dire qu'on a un théâtre à Québec d'écriture collective. Et vous avez abordé ça rapidement là, sur le fait que, bon, et moi, bon, j'ai une vision personnelle là-dessus, c'est-à-dire que je vais au théâtre régulièrement, là, puis je pense qu'il y a eu des grandes réussites dans l'écriture collective au théâtre. Je sais pas, je pense à une pièce comme Lentement la beauté, par exemple, là, pour moi, ça m'apparaît comme étant un exemple de création collective très réussi, mais parfois c'était moins heureux aussi. Mais en fait, ça pose la question de l'écriture scénique dont vous avez parlé aussi, c'est-à-dire de la place du texte dans la proposition théâtrale, dramaturgique. Et dans ce que vous nous avez présenté, bon, il y avait plusieurs intervenants hein, dans les ateliers que vous avez tenus. Il y avait des dramaturges, oui, des metteurs en scène, même vous nous avez parlé de scénographes, tout ça, mais il y avait aussi le public, c'est-à-dire la réception. Bon, euh, alors, je ne sais pas, j'aimerais vous entendre là-dessus, là, ce que vous pensez de ça. C'est vrai que les programmes de théâtre aussi, dans mon université, c'est pareil aussi. On travaille beaucoup sur l'écriture scénique, c'est-à-dire la place de toutes les autres formes de médias, l'utilisation des images, la vidéo, etc. Donc, et on sent, je ne sais pas, c'est peut-être un biais personnel que j'ai aussi, que le texte, mais en fait, on ne le sent pas, on voit que le texte est un élément parmi plusieurs éléments dans la création. Et j'ai l'impression que l'atelier est justement la représentation de ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans, on reçoit un texte, puis on fait une mise en, il y a quelqu'un, un metteur en scène qui fait une mise en scène de ça, puis qui s'associe à des comédiens, mais on est plutôt dans un processus, hein, Robert Lepage, là, tout ça, c'est-à-dire qu'on est toujours, c'est jamais terminé dans le fond, on est toujours dans la production. Là, bref, là, je vous laisse la parole. Là, ouais. Ben, c'est intéressant parce que c'est deux tensions dans le milieu du théâtre. Est-ce qu'on part du texte ou on part de rien, on crée un texte, finalement un texte est-ce que le texte est autonome une fois qu'il est créé avec ces ensembles-là? Est-ce qu'il peut survivre en dehors de cette représentation théâtrale? Il y a vraiment des questions qui se posent autour de ça. Est-ce qu'une aventure est réussie ou pas? Moi, je considère, puis ça c'est vraiment personnel, ce que je vais dire, j'engage personne là-dedans, mais je trouve qu'en général, on crée trop vite. On va trop rapidement à la production et au résultat et on ne prend pas suffisamment d'espace entre justement des ateliers de création qui permettent de laisser déposer et d'entendre
comment ça résonne aussi dans un contexte de société où on se trouve, où on veut aller. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prend en charge l'écriture, en général, c'est beaucoup plus abouti qu'un travail complètement collectif, là, où parfois on perd de vue justement la dramaturgie et les bascules nécessaires à maintenir l'attention, je dirais. Ouais. Merci, merci. Est-ce que Mathias veut intervenir? Ou est-ce qu'il y a des questions peut-être à relayer? Là, je n'en vois pas de mon côté. Très bien. Eh bien, Alain, on va te redonner la parole peut-être? C'est bien, écoutez, merci beaucoup. Ce fut une rencontre très, très intéressante. Merci de votre participation. On a eu un ou deux pépins un peu techniques là, qui nous a fait perdre soit l'image ou le son de temps à autre, mais je pense que dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. On peut peut-être dire que du côté de Louise, il y a eu une panne d'électricité dans son quartier, ce qui fait que ça peut expliquer aussi bien des choses. Voilà. Alors, je te remercie, Anne-Marie, pour cette animation. Je remercie Louise et Marie aussi pour vos interventions respectives. Merci beaucoup. Je remercie évidemment Mathia pour l'organisation du colloque en ligne, Isabelle Vézina et Mélanie Boutin de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval qui sont là derrière. On ne les voit pas, mais ils sont avec nous aussi pour s'assurer que tout se passe bien. La Faculté des Lettres et des Sciences humaines ainsi que le département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval qui nous permettent de produire donc cette série de webinaires, faire en sorte que notre colloque malheureusement, on aurait bien aimé, évidemment, être tous ensemble à Québec et vous recevoir, nos amis de France, vous recevoir chez nous. Ça aurait été un réel plaisir, mais voilà. Je pense qu'on réussit quand même à créer le lien à la fois intellectuel et même aussi humain propre au colloque. Voilà. En tout cas, on était bien heureux de vous entendre aujourd'hui. Je rappelle à tous que nous serons de retour donc vendredi prochain. Même heure, même poste, comme on dit, à 11h30, avec cette fois un webinaire sur la création littéraire performative. Donc, c'est notre rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je rappelle aussi qu'on peut voir nos webinaires en rediffusion sur les pages Facebook de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Laval et sur la page Facebook du colloque. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Alain. Merci, Mathia. Merci, Marie-Anne-Marie. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.